Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Dominique de Villepin serait prêt à lâcher du lest sur le CPE. Pas de retrait, mais des assouplissements. La durée de la période d'essai pourrait par exemple être ramenée à 1 an dans certaines branches, contre 2 aujourd'hui. Première réaction mitigée des syndicats. Nouvelle manifestation par ailleurs des étudiants et des lycéens. Pendant ce temps, Cyril Ferrez, le syndicaliste blessé samedi, est toujours dans le coma. Les circonstances du drame restent floues. Nicolas Sarkozy, qui a reçu une délégation de personnalités, s'est engagé à livrer toutes les informations. Les militants nationalistes corses Jean Castella et Vincent Andriuzzi ont été libérés de la prison de Fresnes tout à l'heure et accueillis par leur famille. Ils avaient été condamnés puis acquittés pour l'assassinat du préfet Erignac. Le village de Pradelles, mobilisé tout entier pour réclamer plus de sécurité routière. Il y a 3 jours, le maire avait été fauché et tué par une voiture. Lui-même réclamait en vain des aménagements depuis plusieurs années. La sécheresse progresse encore en Afrique de l'Est. Au Kenya, le pays le plus riche de la région, des centaines de milliers d'éleveurs et de familles sont menacés par la famine. Et pourtant, l'ouest du pays vit dans une relative abondance. C'est le dossier de cette édition. Enfin, le cinéma fait la part belle aux animaux sauvages. Dans la foulée de la marche de l'empereur, voici La Planète Blanche, tournée au pôle Nord. En vedette les ours, les caribous et les baleines, sortis demain. Ce n'est pas encore le retrait réclamé par les syndicats, mais pour le gouvernement, c'est un geste qui est fait dans leur direction. Dominique de Villepin a donc fait savoir ce soir qu'il était prêt à des assouplissements pour le contrat première embauche. Il ne l'a pas dit publiquement, mais l'a indiqué aux députés UMP. La durée de la période d'essai, par exemple, pourrait être ramenée à 1 an contre 2 aujourd'hui. Stéphane Despinois, Mathieu Bierden. En plein tollé anti-CPE, Dominique de Villepin veut montrer qu'il garde le cap. Rencontre surprise avec de jeunes chômeurs cet après-midi dans une mission locale pour l'emploi à Poissy. Une fois de plus, le Premier ministre vante les mérites du CPE. C'est donc tout l'intérêt du contrat première embauche que de permettre justement davantage d'embauches, davantage de chances et de ne laisser personne au bord du chemin. Au même moment, avis de gros temps à l'Assemblée nationale. Le CPE s'invite en plein débat sur l'Europe. Mu par l'égoïsme, Monsieur Dominique de Villepin emprisonne la France dans son destin personnel. Seul lui importe de sculpter sa statue de présidentiable inflexible. La gauche applaudit la charge, les députés UMP désertent l'hémicycle. À 1 semaine de l'appel à la grève lancé par les syndicats, tous s'interrogent sur les portes de sortie pour le gouvernement. Selon les députés UMP, Dominique de Villepin pourrait proposer des aménagements. Ramener la période d'essai du CPE de 2 à 1 an. Et s'il y a interruption du contrat, le licenciement n'aura pas à être justifié mais expliqué. Il y a 2 points qui certainement sont améliorables. C'est les explications lorsqu'il y a un licenciement, et c'est la durée de la période où ce licenciement peut être prononcé. Dans ce cas, quelle réponse de la part des syndicats? Selon eux, le retrait pur et simple du CPE reste ce soir un préalable à toute négociation. Ce que le gouvernement veut, c'est nous obliger à discuter d'aménagement à la marge du CPE, de façon à faire passer le centre de gravité du CPE, ce que nous contestons le plus, c'est-à-dire la possibilité pour les employeurs de licencier les salariés sans avoir à préciser le motif du licenciement. Ce soir, Dominique de Villepin réunit les parlementaires de sa majorité. La plupart lui disent de tenir bon, d'autres s'interrogent sur sa capacité à renouer les fils du dialogue. Dominique de Villepin qui a confirmé ce qui était indiqué dès cet après-midi en indiquant qu'il ne s'agissait pas de dénaturer ni de retirer le projet, mais que les partenaires sociaux seraient effectivement libres de réduire la période d'essai dans les branches où cela serait le plus pertinent. Fin de citation. Autre réaction, celle de François Bayrou, opposé, on le sait, au CPE. Eh bien, le président de l'UDF se dit, lui, sceptique sur les aménagements de dernière minute. Fin de citation. En ce qui concerne maintenant les étudiants et les lycéens, ils étaient dans la rue aujourd'hui encore. Les cortèges les plus importants ont défilé à Toulouse avec quelques 5000 personnes, à Nantes, à Clermont-Ferrand, à Nancy ou encore ici à Rennes où ils étaient 3000 environ dans la rue. Après avoir défilé, une partie des manifestants a occupé en début d'après-midi la direction départementale du travail. Des poubelles ont également été déversées devant la mairie. À Paris, ils étaient aussi plusieurs milliers et une fois encore, quelques dizaines de casseurs ont affronté les forces de l'ordre en fin de cortège. Laurent Di, Franck Brisset. Après
Après la grande manifestation du week-end avec les syndicats de salariés, c'est un retour aux sources de la mobilisation. Des étudiants rejoints par des lycéens, en tout 8 à 10 000 personnes, tous décidés à aller jusqu'au bout sur le CPE. Ne nous écoute pas, et s'il est statique, s'il reste statique sur ses positions, de toute façon on ne lâchera rien. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire nos patrons nous jettent comme ils veulent, mais c'est pas normal, c'est pas la vie, c'est injuste, c'est pas de l'égalité. À 2 pas dans le quartier latin, une autre manifestation. Ils auraient presque pu se croiser. Ceux-là sont aussi étudiants, mais eux sont contre le blocage des universités. À ce jour, les cours sont perturbés dans une 60aine de facs en France. Moi je suis en 2e année d'histoire à la Sorbonne. Et donc ça fait 3 semaines que ma fac est bloquée, 3 semaines qu'on n'a plus du tout de cours, qu'on n'a plus de TD, qu'on n'a plus d'amphi, plus rien. Et les examens sont dans 1 mois et demi et même sans les examens, on est là pour étudier avant tout et on ne peut plus étudier. Si les 2 manifestations se sont dispersées dans le calme, en fin d'après-midi dans le quartier de la Sorbonne, de violents heurts ont opposé les forces de l'ordre à une trentaine de casseurs. Voilà qui nous amène à l'affaire de ce syndicaliste blessé samedi dernier à Paris. Son état est stationnaire, il est toujours entre la vie et la mort. Il s'appelle Cyril Ferrez, il a 39 ans. Difficile en revanche de se faire une idée précise de ce qui s'est passé. Les témoignages sont souvent contradictoires. Gilles Marinet, Guillaume Viard. Relève-le, on le ramène à l'arrière. 19h30 samedi, aux alentours de la place de la Nation, après une charge, des gendarmes mobiles évacuent un homme qui saigne du nez. Les pompiers remarquent son état d'ivresse avancé. L'homme refuse d'être pris en charge. Quelques minutes plus tard, titubant, on le retrouve sur le terre-plein central de la place où il s'agenouille alors que les affrontements sont très violents. C'est alors que les CRS se lancent à la poursuite d'un casseur qui heurte Cyril Ferrez. À terre, il est entouré par les CRS. Selon des témoins, des coups lui sont portés. J'ai pas vraiment vu de coup de matraque, j'ai beaucoup centré sur lui mes photos et ce que j'ai vu c'est des coups de pied volontaires et involontaires quoi. Voilà. Mais il a reçu des coups. Ouais. Assaillis de toutes parts, bombardés de projectiles, les CRS reculent, les témoins de la scène découvrent le corps inerte. Ils ont reculé, ils ne se sont pas occupés du syndicaliste. Il a fallu qu'un deuxième groupe de CRS plusieurs minutes après revienne pour s'occuper donc de Cyril. Et ensuite les secours sont arrivés très tard, un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Dans ce deuxième groupe, un CRS sauveteur qui affirme dans une déposition qu'il a parlé avec Cyril Ferrez lorsque celui-ci a repris connaissance quelques minutes après le choc. Il m'a déclaré qu'en aucun cas l'agression dont il avait été victime n'était due aux forces de l'ordre. Il m'a avoué avoir eu une altercation avec d'autres manifestants qui l'auraient alors agressé. Mes collègues CRS en ont rendu compte, ils sont entendus cet après-midi par l'IGS, donc vous verrez bien les conclusions de l'enquête. À aucun moment on a frappé sur M. Ferrez. La police des polices a entendu aujourd'hui des témoins de la scène. À l'hôpital Saint-Antoine, samedi soir, Cyril Ferrez était conscient malgré un taux d'alcoolémie mesuré à 2,7 g et un traumatisme crânien. Il a ensuite sombré dans le coma. Ce soir, à l'hôpital Henri Mondor, il est toujours entre la vie et la mort. Et une délégation de 5 personnes composée de membres de la Ligue des droits de l'homme et de Sud PTT a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui a pris l'engagement de livrer toutes les informations, mais n'a pu faire état, semble-t-il, d'aucun élément vraiment précis sur les causes et le déroulement du drame, d'après les participants. Pendant ce temps, les blocages et les grèves dans les universités continuent. 57 établissements sont touchés ce soir, d'après l'agence France Presse, et la justice s'en mêle. À Grenoble, le tribunal administratif exige la fin du blocage, une décision qui, pour l'instant, n'a eu aucun effet. Virginie Fichet, Thierry Monnier sur place. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui ne vont pas manifester avec vous parce qu'ils ne sont pas d'accord pour le blocage. Et on vous a proposé d'autres moyens d'action, vous les avez tous. On les accepte, on les fait. Pour ou contre le blocage du campus grenoblois, c'était bien la question centrale de l'Assemblée générale étudiante ce matin. Les contre à gauche de l'image, les pour à droite, difficile à l'œil nu de départager les deux camps. Et pourtant, après 2h30 d'un vote minutieux, le résultat est sans appel. Pour le blocage, 4006 votes. Nous avons contre le blocage 1770 votes.
les étudiants sont mobilisés contre le CPE. Leur principal moyen d'action, c'est le blocage des universités. C'est le premier pas pour lancer une mobilisation massive à travers des actions, à travers une interpellation du gouvernement pour avoir ce qu'on attend dans les différents packs, le retrait du CPE. Les opposants au blocage ont accepté la loi des urnes, mais la plupart se sentent toujours otages de ce qu'ils considèrent comme une minorité. On comptabilise entre 45 000 et 60 000 étudiants sur le campus ou sur la totalité des campus de Grenoble. Ça fait qu'environ un étudiant sur 9 ou un étudiant sur 10 s'est exprimé aujourd'hui. Au niveau du campus, effectivement, on a un problème de représentativité. La condamnation par le tribunal administratif hier de l'occupation des facultés n'a pas entamé la détermination des occupants. Quant aux présidents d'université, pas question pour eux d'attiser les tensions. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas question de faire intervenir les forces de police dans notre université. Le principal but de ce référé était de dire le droit. Le blocage a été reconduit jusqu'à vendredi, date d'une prochaine assemblée générale et peut-être d'une nouvelle occupation, celle de la présidence de l'université par les étudiants qui souhaitent reprendre les cours. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le mouvement a commencé dans les universités, un mouvement large, mais qui a aussi ses meneurs. Voici l'homme qui est sans doute le leader le plus influent. Il s'appelle Bruno Julliard, il a 25 ans, il est étudiant en droit administratif et président de l'UNEF. Nabila Tabouri, Daniel Lévy. Des problèmes pour mobiliser des étudiants en droit et Bruno Julliard distribue ses conseils. À convaincre d'au moins participer à une réunion. Une interview pour un journal néerlandais et le même Bruno Julliard d'improviser en voiture une analyse du malaise qui secoue les jeunes Français. Du CPE, il y a aussi une cristallisation d'autres choses que simplement... Depuis 2 mois, le président de l'UNEF, principal syndicat étudiant, est partout, sur les plateaux télé, dans les assemblées générales et en tête de manifestations, comme ici à Créteil. Leader du mouvement anti-CPE, il se défend pourtant d'en faire trop. Médiatiquement, c'est difficile d'arriver à imposer d'autres visages et c'est dommage parce que la mobilisation est vraiment très loin de se limiter à l'UNEF. Ces 25 ans, Bruno Julliard les a fêtés le 9 février dernier, au lendemain de la première grande journée anti-CPE. L'engagement politique et syndical de cet étudiant en droit administratif lui prend tout son temps. Sa mère est élue locale socialiste en Haute-Loire, mais lui répète qu'il ne veut pas faire carrière en politique. J'envisage pas mon engagement actuel comme étant une possibilité de tremplin pour une carrière par la suite. Il est très probable que je voudrais être engagé toute ma vie, donc je ferai probablement du syndicalisme ou de la politique. Première manif à 17 ans, inscrit au Parti Socialiste à 18, Bruno Julliard a rendu sa carte l'été dernier, après son élection à la tête de l'UNEF, officiellement pour ne pas mélanger les genres. Mais sa notoriété commence à dépasser les frontières. Pour ces journalistes coréens, il incarnait cet après-midi le jeune qui tient tête à Dominique de Villepin. Dernier élément sur ce chapitre, et alors que le débat sur l'opportunité du CPE reste plus vif que jamais, qu'en pensent les patrons? Pour eux, ce contrat première embauche est-il une opportunité? Va-t-il les inciter à recruter? Élément de réponse avec Vincent Fourcade et Jean-François Renoux. Est-ce qu'on va oser proposer aujourd'hui à un jeune un CPE après tout ce qu'on a dit? C'est l'angoisse du moment pour ce jeune chef d'entreprise. Trouvera-t-il 20 personnes prêtes à accepter les contrats première embauche qu'il a dans la poche? Car il souhaite embaucher, mais pas question de signer des CDI. Le CPE, c'est le garde-fou qui l'attendait. Concrètement, je pense que ça incite à prendre plus de risques parce que derrière, on sait qu'on a une variable d'ajustement supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut plaider pour un droit à l'erreur. Pouvoir faire marche arrière pendant 2 ans si un salarié ne fait pas l'affaire dans ce salon, une majorité de dirigeants y est favorable. Ils réclament plus de flexibilité pour créer des emplois. Vous bossez mal, les problèmes pour licencier sont insurmontables. Ce qui fait que la majorité des chefs d'entreprise se disent « Oh là là, devant des problèmes insurmontables, on n'embauche pas ». Pour ces autres chefs d'entreprise, en revanche, c'est le contrat à durée indéterminée qui va rester la règle. Ils travaillent dans l'aide à domicile pour personnes fragilisées, un secteur en pleine expansion. Et pour attirer du personnel qualifié, tous savent qu'il va falloir mettre un CDI sur la table. Pour pouvoir recruter ce personnel-là, il faut qu'on donne plus que les autres. Et on peut donner plus que les autres aux salariés, en salaire, mais aussi en sécurité. Ce chocolatier, lui, compte recruter 30 personnes cette année. Et toutes auront un CDI. Le meilleur moyen, selon lui, de motiver et d'impliquer au maximum ses salariés dans la vie de l'entreprise. Il faut savoir qu'avant d'être opérationnel, il y a beaucoup de formation. Et donc fidéliser les jeunes ou les gens à notre métier est pour nous la clé de notre succès et de notre pérennisation.
Au final, des chefs d'entreprise globalement partagés sur l'intérêt du CPE, un dispositif avant tout plébiscité par les plus petites entreprises. La libération, il y a un peu plus d'une heure, de deux figures du nationalisme corse. Jean Castella et Vincent Andriuzzi ont été libérés de la prison de Fresnes et accueillis par leur famille. Ils avaient été condamnés puis acquittés pour l'assassinat du préfet Erignac. Thierry Curtet, Bernie Mériot. S'il vous plaît. Acquittés, donc libres. Vincent Andriuzzi et Jean Castella sortent de la prison de Fresnes en région parisienne. Si la cour d'appel les a condamnés pour une série d'attentats en 1994, elle les a surtout innocentés dans l'affaire Erignac, pour laquelle ils ont longtemps été présentés comme étant les commanditaires. Ils viennent de retrouver leurs proches, mais les premiers mots sont politiques. Bon, inutile de vous dire notre émotion à cet instant, de retrouver nos proches, mais bon, notre joie est tempérée par le fait que nous laissons derrière nous de nombreux compatriotes, des militants sincères qui se battent pour cette terre qui nous est si chère. Et ce soir, les seules paroles que nous voulons avoir sont à leur intention, aux idées il tenez des vôtres, à libertà benera. Les enfants, tenez bon, la liberté reviendra, dit Vincent Andriuzzi. Et il poursuit, toujours en Corse. Répétant les mêmes mots, Jean Castella est lui moins loquace. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Complètement. J'ai appris la nouvelle tout à l'heure à 3 h et depuis j'attendais la sortie. Je ne sais absolument pas ce qui est prévu. Pour les deux hommes et leurs proches, une priorité ce soir, rentrer le plus vite possible en Corse. Un projet gigantesque qui suscite des interrogations et quelques réticences. Les Mormons sont en passe d'acquérir un immense domaine à moins de 30 km de Paris, près de Versailles. L'organisation religieuse veut y bâtir son premier temple français. C'est une communauté mal connue, fondée en 1830 aux États-Unis. Enquête Stéphanie Davoigneau, Vivien Roussel. Chez les Lazena, on est mormon de père en fils. Pas de costume folklorique, pas de lampe à pétrole, mais un régime alimentaire très strict. Ni alcool, ni tabac, ni café, ni thé. Un mode de vie qui nous permet d'être heureux dès maintenant et qui, dans notre croyance, nous permettra d'être heureux dans l'au-delà aussi. Pour les grandes célébrations, les Mormons ont besoin d'un temple. Le plus proche est à Francfort. Nous sommes tous obligés de faire beaucoup de kilomètres pour aller au temple. On est obligé d'y consacrer presque une semaine de notre temps libre par an, ce que nous faisons volontiers, mais donc nous aimerions pouvoir y aller beaucoup plus régulièrement. Et ce temple, ils l'imagineraient bien ici, à Villepreux. Pour 40 millions d'euros, les Mormons se portent acquéreurs de cette immense propriété. Tout près du château de Versailles, ils pourraient construire un modèle réduit de ces temples américains. Dans le petit village, les habitants oscillent entre méfiance et indifférence. Il n'y a rien dans la loi qui stipule qu'on n'a pas le droit d'acheter ce qu'on veut, quoi. Non, moi ça m'inquiète, sincèrement. Le risque de secte, d'embrigadement en fait, de la population, des enfants. Pas de temple pour l'instant, mais déjà 140 chapelles en France. Les Lazena se rendent chaque dimanche à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cela ressemble un peu à une messe catholique. On y partage le pain, mais le vin interdit a été remplacé par de petits verres d'eau. Ici, tous les hommes sont prêtres et ils peuvent baptiser les nouveaux convertis. Et dans l'église, ce sont bien les hommes qui ont le pouvoir. Après la messe, ils se réunissent entre eux, sans les femmes. Car il y aurait, selon les Mormons, des sujets de conversation masculins et d'autres typiquement féminins. Le mariage et le rôle des parents, préparer notre famille éternelle, on peut avoir une vision différente des choses et la discussion ne s'orientera pas pareil. À côté, les femmes. Même si elles ont le droit de travailler, leur rôle est d'abord celui d'épouse et de mère. Aujourd'hui, j'ai 5 merveilleux enfants et un merveilleux mari pour l'éternité. Moi, j'aime bien mes tâches. Je suis heureuse d'être une femme, je suis heureuse d'élever mes enfants, j'aime faire la cuisine. Pour les enfants, baptême à 8 ans et enseignement mormon une fois par semaine. On nous apprend à chanter les promesses de Dieu. La France compte aujourd'hui 33 000 mormons. Ils étaient 1000 il y a 50 ans.
La communauté intrigue, mais officiellement elle n'est pas considérée comme une secte. Il n'y a pas de maltraitance de personnes, il n'y a pas d'exigence financière. Lorsqu'on est dans le groupe et qu'on veut quitter cette religion, on peut la quitter assez facilement dans notre pays en tout cas. Et aucun fait répréhensible, aucun trouble à l'ordre public n'a été porté à notre connaissance. Grâce au prosélytisme de ces missionnaires, cette église qui vient des États-Unis rassemble déjà 13 millions de fidèles à travers le monde. La sécurité routière, tous les villages et les villes de France traversés par une route nationale se reconnaîtront dans cet exemple. Les habitants de Pradelles, près de Lille, ont manifesté et installé des barrages filtrants aujourd'hui. Il y a trois jours tout juste, le maire du village, qui militait lui-même pour l'aménagement de la route, avait été heurté et tué par une voiture. Frédéric Vion, Mathias Barrois. Une classe de maternelle symboliquement organisée ce matin juste au bord du danger qui chaque jour menace la vie de ses enfants. Ce danger, c'est la nationale 42. 15 000 véhicules par jour, dont de nombreux camions, et la traversée de plusieurs villages, en ligne droite, sans même un feu tricolore ou une chicane, des accidents réguliers et beaucoup d'autres évités de justesse. Samedi dernier, c'est justement en se rendant sur les lieux d'un accident que le maire, Jean-Jacques Van Ost, a été fauché par une voiture. Il était âgé de 66 ans. Ça m'angoisse parce que déjà moi-même avec mes enfants on a failli avoir des accidents. Mes enfants ont été jetés un jour sur le trottoir, heureusement qu'elles étaient disciplinées parce que tous les enfants ici de Pradelles sont disciplinés. Les parents les accrochent mais... C'est la panique permanente. C'est la panique permanente. Depuis des années, les habitants sont excédés et demandent à l'État d'agir. Mais depuis le 1er janvier, l'État n'est plus responsable de cette route, pourtant nationale, qui dépend désormais du département. Je déplore que la mort de monsieur le maire de Pradelles vienne d'un seul coup montrer l'urgence de ces travaux. Nous la connaissons, mais c'était jusqu'au 31 décembre dernier une compétence État que l'État n'a pas assurée. Le Conseil général a promis d'installer aussi vite que possible les aménagements nécessaires, mais il prévient également qu'un tel chantier prendra plusieurs mois au minimum. En bref, l'enquête sur l'explosion de Mulhouse qui avait fait 17 morts il y a un an, explosion au gaz. On a appris aujourd'hui que Gaz de France a été mise en examen comme personne morale. D'après le procureur de la République, la décision est motivée par le retard excessif dans le remplacement des conduites de fonte grise. À l'étranger, d'abord la situation en Biélorussie. L'opposition peine à mobiliser contre la réélection du président Loukachenko, mais plusieurs centaines de manifestants ont installé des tentes sur la place centrale de la capitale, Minsk. Le pouvoir a laissé faire, mais une centaine de personnes ont déjà été interpellées. Sur place, Anne Poncinet, Xavier Luizet. Toute la journée, les manifestants ont essayé de décharger vivres et vêtements chauds sur la place Octobre. Mais les policiers veillent et refoulent. Ils ne veulent pas que le camp de tentes installé dans la nuit grandisse. Un camp copié sur celui de la révolution orange en Ukraine. De très jeunes gens qui ne manquent pas de détermination. Ce qui leur fait défaut, c'est la foule qui accompagnait leurs homologues ukrainiens. En Ukraine, il n'y avait pas Loukachenko, il n'y avait pas cette peur et cette pression. Et puis il faut dire que Alexandre Loukachenko reste populaire auprès de nombreux Biélorusses qui, comme cette vieille dame, ne comprennent pas le mouvement. Ce soir encore, 4000 personnes se sont rassemblées. Mais Alexandre Milenkevitch n'a pas appelé à un nouveau meeting demain. Un travail de mobilisation de longue haleine commence pour lui, avec, il l'espère, le soutien de l'Europe. Avant tout, n'a pas accepté les élections, qui ne sont pas les élections réelles. M. Loukachenko n'est pas un président légitime d'après nous et j'espère que d'après l'Europe aussi. D'après l'Europe aussi apparemment, puisque ce soir les ambassadeurs de plusieurs pays européens, dont la France, sont venus sur la place Octobre au milieu des manifestants, une marque de soutien sans ambiguïté. Selon toute vraisemblance, le scénario à l'ukrainienne ne se reproduira pas ici. Mais cet embryon de mouvement observé ces derniers jours servira certainement de base au renforcement de l'opposition en Biélorussie. En bref, un tremblement de terre en Algérie. Au moins 4 personnes, dont 3 enfants, sont mortes et 70 autres ont été blessées dans le séisme qui s'est produit dans le nord-est du pays. Une trentaine de bâtiments se sont effondrés dans la province de Béjaïa, à 300 km d'Alger. Toujours à l'étranger, alors même que le Forum mondial de l'eau se poursuit, l'Afrique de l'Est est à nouveau frappée par la sécheresse. L'Éthiopie, la Somalie sont touchées, mais aussi le pays le plus riche de la région, le Kenya. Quelques points de
repère. Le Kenya est grand comme la France, peuplé de 32 millions d'habitants, en majorité chrétiens. Il est connu pour ses parcs naturels et ses luxueux hôtels de brousse. Et pourtant, des centaines de milliers de personnes qui vivent au nord et à l'est sont maintenant menacées de famine. Envoyé spéciaux Dominique Derda, Frédéric Ranck. Ce jour, elles l'attendaient depuis longtemps, les femmes de Boubissa. 1 mois, autant dire une éternité, depuis la dernière distribution de nourriture. 5 kilos de maïs par personne, 5 kilos de farine, quelques litres d'huile. Et nul ne sait quand aura lieu la prochaine livraison. Nous, on est 10, avec ça, on tiendra une semaine. C'est le Programme alimentaire mondial, une agence des Nations Unies qui fournit l'aide humanitaire. La première et la dernière fois que le gouvernement du Kenya a acheminé de la nourriture jusqu'ici, à 500 km au nord de Nairobi, la capitale, c'était en décembre. Le gouvernement n'en a pas grand-chose à faire de nous. Nous, les nomades, on nous considère comme des citoyens de seconde zone dans ce pays. Par crainte des épidémies au village, on brûle les carcasses des animaux morts. Dans la brousse, ce sont les hyènes, les corbeaux, les vautours qui se chargent du nettoyage. Jamais depuis 10 ans, le pays n'a connu une telle sécheresse. Sur les 500 chèvres dont il avait la garde, Jarso Catello, le berger, en a déjà perdu 200. Les mares sont à sec et pour trouver des pâturages, il faudrait descendre encore plus au sud. Mais là, quand on appartient comme lui à la tribu des Gabra, mieux vaut ne pas s'y risquer. C'est le territoire des Borana. Si j'y allais, ils me voleraient mes chèvres et moi, je ne sais pas ce qui m'arriverait. Des haines ancestrales toujours aussi vives. En juillet dernier, tout près d'ici, 70 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés par des membres d'une ethnie rivale. Les vaches, les chèvres, les dromadaires sont toute la richesse de ces éleveurs. Pour les faire boire, ils doivent se résoudre à brader quelques bêtes, les plus affaiblies, car l'eau est payante à Boubissa. Là encore, ce sont les Nations Unies qui ont foré le puits, mais il faut bien payer le carburant qui alimente la pompe. Alors à chaque fois qu'ils vont à l'abreuvoir, leur cheptel diminue. Pour les gens aussi l'eau a un prix, 5 shillings les 20 litres, 6 centimes d'euros, une fortune. Et la mairie ne fait pas de crédit. Au Kenya, près de 4 millions de personnes souffriraient de la sécheresse, mais il en est pour lesquelles la crise est une aubaine. Quand le préfet de la région a vu arriver ces sacs d'aide alimentaire, il a vite compris le bénéfice qu'il pourrait en tirer. Bientôt, sur les marchés de Marsabit, les étals des commerçants ont regorgé de céréales. En tout, le préfet en aurait détourné une bonne 20aine de tonnes. Malheureusement pour lui, l'affaire s'est ébruitée. Mi-janvier, finalement, il a été limogé. C'est toujours pareil. Ceux qui sont au pouvoir s'en mettent plein les poches. Et pour les pauvres, il n'y a plus rien. La corruption, croyez-moi, c'est pas près de s'arrêter. Seuls les plus forts survivent. Les faibles, ils n'ont qu'à crever. Si la sécheresse est exceptionnelle, elle n'a rien d'inattendu. Il y a des années déjà que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Mais les autorités kenyanes préfèrent à l'évidence compter sur l'aide internationale pour secourir ces populations du Nord, plutôt que de mobiliser des ressources dont le pays pourtant ne manque pas. La grippe aviaire en France, un nouveau cas de H5N1 a été détecté. Il s'agit d'un canard sauvage trouvé mort dans l'Ain. C'est le 35e cas dans le pays depuis la mi-février. Dans ce département, une quinzaine d'oiseaux sont par ailleurs en cours d'analyse. L'une de nos équipes a été admise à l'intérieur du laboratoire qui a beaucoup de travail depuis quelques semaines. À Bourg-en-Bresse, Nathalie Sapena, Arnaud Wust. Dans cette poubelle soigneusement empaquetée, des cadavres d'oiseaux ramassés la veille dans les étangs de la Dombes. On se protège suffisamment avec tout ce qui est habits jetables, comme ça tout ce qui est contaminé restera dans la salle et ne ressortira pas. Première étape, le recueil d'un échantillon à l'aide d'un gros coton-tige dans les endroits où le virus se concentre, et notamment dans la trachée. Depuis un mois, une trentaine de volatiles sont analysés ici chaque jour, une activité soutenue, sans doute liée à un hiver particulièrement long. Le froid, en fait, préserve le virus, donc le virus se conserve bien dans des conditions de froid. Les vétérinaires cherchent en ce moment à savoir si le H5N1 s'étend à d'autres espèces que les canards et les cygnes. Ici, 3 tarins des aulnes, des petits passereaux. Étape suivante, le laboratoire de haute sécurité, entièrement confiné et stérile. En quelques heures, la technicienne donne ses résultats. Quand l'oiseau a la grippe aviaire, la courbe grimpe. La confirmation du H5N1 viendra plus tard d'un autre labo en Bretagne. Jusqu'à présent, les oiseaux contaminés proviennent tous de la zone de surveillance de la Dombe. Maintenant, les prélèvements visent à chercher
en dehors des zones de surveillance s'il y a potentiellement des animaux qui se sont contaminés et qui sont porteurs. Pour l'instant, on ne constate pas d'extension de contamination. Mais le virus reste bien présent dans la Dombes. Ce jour-là, sur les 35 oiseaux analysés, 8 étaient porteurs de la grippe. Le début de l'examen par le Parlement, en l'occurrence le Sénat, du projet de loi sur les OGM. Il vise à encadrer leur culture. Jusqu'à présent, il y avait un vide juridique. Pour les opposants au projet, qui organisaient un rassemblement aujourd'hui devant le Sénat, le texte va surtout accélérer leur commercialisation. Parmi les participants, vous l'avez vu, des élus verts, José Bové ou encore Laurent Fabius. Une victoire pour les associations de défense des animaux. La Redoute, numéro 1 français de l'habillement, a décidé de ne plus vendre de fourrure à partir de 2007. D'autres marques avaient déjà franchi le pas. Dominique Chimbakala, Éric Delagneau. 5 articles dans un catalogue de 5000 vêtements, c'est ce que représente la fourrure véritable à la Redoute. Pourtant, dans les rayons de ce magasin parisien, quelques clientes en portent sans état d'âme. J'aime ça, ça tient chaud, puis je fais attention quand même à la nature, donc voilà, je suis en contradiction. Ça serait bien d'avoir de la fourrure synthétique. Et vous, ce que vous portez, c'est de la fourrure synthétique? Je ne sais pas. Justement, de la fourrure synthétique, on ne trouvera plus que cela à la Redoute après mars 2007. Il faudra donc aller chez des marchands peu scrupuleux pour dénicher des poils d'espèces protégées, de chiens ou de chats, dont la commercialisation est pourtant interdite en France. D'ailleurs, ce que craignent les associations, ce sont les vêtements importés de pays à la législation moins rigoureuse. Qu'elles soient d'élevages ou qu'elles soient prélevées en pleine nature, la souffrance est la même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fourrure est le résultat d'une souffrance, la souffrance d'un animal, et ça, les clientes le refusent de plus en plus. Mais pour les professionnels de la fourrure, le coût est loin d'être rude, la Redoute ne faisant traditionnellement pas partie des grands distributeurs. La fourrure, elle est plutôt vendue soit par des spécialistes fourrure, soit par toutes les maisons de prêt-à-porter qui l'utilisent de manière assez importante. La cause des défenseurs des animaux marque donc un point de plus, sans doute habilement servi par des anonymes et des mannequins qui n'ont pas hésité à poser nus plutôt qu'en fourrure. L'histoire avec un grand H au tribunal. Les juges administratifs de Nice ont examiné aujourd'hui les recours de 3 anciens du STO en Allemagne pendant la dernière guerre, le service du travail obligatoire. C'est une première. Jusqu'ici, les plaintes étaient déposées en Allemagne. Bruno Timsit, Laurence Collet. Régulièrement, Rosange Puccinelli consulte son album photo pour ne pas oublier. Il avait 20 ans en 1943 quand il a été enrôlé de force pour le STO, le service du travail obligatoire. 2 années passées en Allemagne dans le froid de la Silésie, le typhus, 14 kilos de perdu. Aujourd'hui, il veut être indemnisé. Vous ne gagnez rien. On vous donne presque pas à manger et on parle du travail sans arrêt. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Vous êtes démoralisé. À l'usine, il a dû participer à l'effort de guerre nazi. Malgré lui, dit-il. Selon à qui tu en parles, il te dit, mais t'as quand c'est chez toi. Ah oui, mais fallait pas. Parce que les gendarmes ne faisaient pas un cadeau à l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 600 000 jeunes Français ont dû partir travailler pour le Reich au titre du STO. Après avoir sans succès tenté d'obtenir réparation auprès de l'Allemagne, Rosange Puccinelli demande près de 400 000 € d'indemnisation à l'État français. Français, voici des nouvelles de nos travailleurs en Allemagne. Selon son avocat, c'est une loi de Vichy en 1943 qui a fourni au Reich les travailleurs français. C'est cette loi-là qui effectivement a été le détonateur de ce travail forcé. La France doit aujourd'hui répondre, bien évidemment, de ce régime de Vichy. Ce matin à l'audience, le commissaire du gouvernement a requis le rejet de la demande des plaignants pour des raisons de prescription notamment. La décision du tribunal administratif de Nice est attendue dans 1 mois. Une image de football, pas de miracle pour le petit pousset de la Coupe de France, Colmar, balayé tout à l'heure par Rennes en 8e de finale, 4-1, 4 buts signés Outaka. En voici 3, c'est Bader qui a marqué pour Colmar. Cinéma à la mode est aux animaux sauvages. Vous avez aimé La Marche de l'Empereur, voici La Planète Blanche, tournée au pôle Nord. En vedette les ours, les caribous et les baleines, sortis demain. Emmanuel Lambert, Bernie Mériot. Au nord, notre planète bleue change de couleur. L'Arctique se dévoile blanc et inhospitalier. L'équipe du film a passé 3 ans sur cette banquise, en quête d'action et d'acteurs. Et le casting final est impressionnant.
Plus de 50 espèces qu'il a fallu pister sur ce territoire de 21 millions de kilomètres carrés. On essaye d'être le plus précis possible dans nos rendez-vous, parce qu'on sait que la maman ours sort de la tanière vers le 15 mars, la baleine arrive aux alentours d'Igloolik, là où nous l'attendons, vers le 10 juillet. C'est comme ça presque tous les ans. Certaines images ne vous laisseront pas de glace, elles sont complètement inédites, comme la naissance de ces petits oursons, filmés par fibre optique dans leur tanière. Pour la première fois, un documentaire retrace une année complète dans ce lieu, saison après saison. Jean-Louis Etienne, qui a exploré plusieurs fois cette région, est le narrateur de l'histoire. C'est difficile de ramener une fresque pareille de l'Arctique. L'Arctique est immense, donc ces animaux sont répartis sur une grande surface. Et donc ce sont des images exceptionnelles. Température négative, un terrain qui peut se transformer en piège. Les conditions de tournage étaient difficiles, mais l'équipe en gardera un souvenir inoubliable. Les meilleurs moments, c'est vraiment quand on filme pas, on pose la caméra, puis 15 minutes de silence, une demi-heure, une heure des fois, juste à écouter et regarder. Le message du film est également alarmiste. La banquise est menacée par le réchauffement de la planète. Avec ces changements brutaux, même l'ours, le seigneur de l'Arctique, pourrait perdre le nord et disparaître. Une image pour terminer, un hommage à notre collaborateur et ami Patrick Knaaf, reporter, commentateur sportif. Il a disparu, vous le savez, la semaine dernière. La cérémonie religieuse s'est déroulée près d'Annecy, devant une centaine de personnes, de nombreux journalistes ainsi que des sportifs, Luc Alphand, Antoine Deneriaz ou Edgar Gros-Piron. Patrick Knaaf avait 47 ans, nos pensées vont ce soir à sa famille et à ses proches. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50 un film, Je reste avec Sophie Marceau et Vincent Pérez. À demain.